reconnaissons que si nous étions à leur place, on ferait pas mieux, on ferait pire. Juste ça. La démocratie, c'est aussi la prise de conscience de la difficulté par les citoyens de l'action politique. Et on en a besoin, des politiques. Rendre des comptes, c'est difficile aussi. C'est facile de critiquer, de dénoncer, etc. Mais rendre des comptes, quitter le pouvoir et faire un bilan, c'est aussi compliqué. Vous voyez que je ne défends pas du tout une chapelle politique, peu importe. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est la manière dont le citoyen, c'est-à-dire nous, on peut changer notre regard sur la démocratie en ayant ce sentiment qu'il est extraordinaire que cette démocratie marche. Un peu. Elle n'a aucune raison de fonctionner. Logiquement, ça ne marche pas, une démocratie. Pourquoi ça ne marche pas? Je termine par là. Parce que c'est un régime auto-fondé. Il y a une très belle image qui le résume. C'est l'image du baron de Munchausen. Vous savez, ce baron légendaire germanique auquel il arrive toute une série d'histoires abracadabrantesques, comme dirait l'autre. Un jour, il tombe dans un marais, ce baron, avec son cheval, et il s'enfonce dans le marais. Et il ne sait pas comment s'en sortir. Jusqu'à ce qu'il ait l'idée géniale de se tirer lui-même par les cheveux. C'est absurde. Eh bien, c'est ça, la démocratie. Je vous remercie. Bien, alors, avant de prendre la parole, je vous demanderai de faire l'effort quand même d'essayer d'être un maximum, de jouer le jeu et d'être un maximum à poser des questions par écrit. Alors, par contre, pendant ce temps-là, on peut quand même prendre une ou deux questions orales. Ça vous laisse le temps d'écrire pour les autres. Donc, qui est-ce qui veut dire quelque chose immédiatement? Allez-y. Une question qui sera rapide dans l'expression. Que pensez-vous de la démocratie horizontale? Oui. Alors, peut-être vous pouvez préciser ce que vous entendez par démocratie horizontale. Pardon. Alors, la démocratie horizontale s'oppose à la démocratie verticale, qui est la représentation. C'est-à-dire, on définit quelqu'un qui parle pour quelqu'un. La démocratie horizontale, c'est l'entre-soi. Voilà. Avoir votre sensation. Alors, on peut... il y a plusieurs modèles pour la pensée. Donc, je ne vais pas le compliquer. Il y a un modèle qui est un modèle un peu systémique, c'est-à-dire l'idée que, finalement, c'est comme les rhizomes, vous savez, les racines de bambou, il n'y a pas de centre, et d'une certaine façon, tout fonctionne de manière quasiment automatique. Hein, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les réseaux intelligents, mais vous faites sans doute pas référence à ça, je laisse ça de côté. L'autre modèle, c'est ce qu'on appelle la démocratie participative. Aussi. C'est-à-dire l'idée qu'avant de prendre une décision, nous fonctionnons, et c'est aujourd'hui rendu possible grâce à Internet, parce que les choses vont beaucoup plus rapidement, nous faisons en sorte d'avoir systématiquement sur toutes les décisions prises des éléments où tout le monde est consulté. Tout le monde est consulté, tout le monde peut délibérer, peut discuter. Alors, pour vous dire les choses très franchement, je suis très hostile. C'est pas habituel, parce qu'en d'habitude on dit participatif, c'est très bien, et il faut être participatif. Je vais vous dire, je suis très hostile à la systématisation. C'est-à-dire, je trouve que c'est une formidable idée de manière ponctuelle, la démocratie participative, mais nous ne pouvons pas penser la démocratie sous ce régime. Pour, disons, trois raisons que je vais exprimer rapidement. Première raison, c'est que nous avons tous participé à des AG dans notre enfance, dans notre jeunesse. L'AG, c'est une absence de médiation. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que nous décidons tous collectivement. Mais en vérité, dans une AG, il y a évidemment constamment des prises de pouvoir, mais qui ne se manifestent pas explicitement. Celui qui a le micro, prise de pouvoir. Là, on commence en général, c'est les techniques des vieux trotskistes qui savent très très bien faire ça. Je vais prendre le pouvoir, je suis juste porte-parole, je vais le distribuer, bien sûr, mais je prends le pouvoir. Mais en prenant le pouvoir, je vais décider de la prise de parole, et en prenant le micro, j'ai pris le pouvoir. Ce qui caractérise la démocratie représentative, c'est qu'elle a conscience de ces prises de pouvoir et qu'elle assure toute une série de médiations. Hein, c'est pour ça que le droit parlementaire est un droit très compliqué pour respecter le droit des minorités, le temps de parole. Ça peut paraître très chiant quand on regarde ça sur la chaîne parlementaire,
ce que vous faites tous évidemment le mercredi ou le jeudi après, le mardi et le mercredi après-midi, mais en vérité c'est extrêmement important parce que ça met à distance. Ça c'est ma première objection. Ma deuxième objection, c'est que la démocratie participative, c'est la dictature de ceux qui ont le temps. Ceux qui ont le temps de participer. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai pas le temps de participer. Ça m'intéresse pas tout le temps, en plus, d'être dans les discussions, conseils de quartier. J'en fais un peu, mais pas tout le temps. Il y a des moments dans ma vie où je suis pris par d'autres choses. Et donc, si je n'y vais pas, on va dire, bah, c'est ton problème, j'y vais pas. Oui, mais il y en a qui y sont, et qui font que ça, sur certains sujets. Et ils vont prendre le pouvoir. Et je trouve que c'est pas juste. C'est comme, si vous voulez, dans un exemple formidable, tout le monde en tête de démocratie participative, qui s'appelle les conseils de copropriété. Dans le conseil de copropriété ou dans les associations de parents, il y a toujours l'emmerdeur qui ne fait que ça. Qui est au courant de tout et qui passe son temps à éplucher les dossiers et à emmerder les autres. Je ne veux pas, personnellement, une démocratie qui fonctionne comme ça. Donc vous voyez, je laisse de côté la troisième raison, mais s'il y a la troisième raison, il faut la mettre. Si nous sommes tous, décidons tous collectivement, personne n'est responsable. La démocratie participative, c'est la dissolution de la responsabilité. C'est-à-dire que si collectivement nous prenons une décision mauvaise, certains en pâtiront, pas d'autres, mais on ne pourra jamais se retourner contre le responsable. Donc pour ces trois raisons, perte des médiations, dictature de ceux qui ont le temps et dissolution de la responsabilité, je suis très sceptique à l'égard de la généralisation de la démocratie participative. En revanche, ponctuellement, dossier par dossier, de manière locale, sur certains points, c'est un apport formidable de la démocratie représentative. Donc il faut arrêter de rêver, me semble-t-il, à la démocratie participative comme une régénération de la démocratie. En revanche, il faut l'utiliser plus fréquemment au sein de la démocratie représentative. Voilà rapidement la réponse. Alors, d'autres questions orales? Ou question, c'est pas forcément une question, ça peut être une intervention. Sinon, si vous avez, est-ce que parmi vous, des gens ont déjà écrit? Il y a des petits papiers remplis ou pas? Il avait une question. Oui, allez-y. Ceux qui ont le temps, les pouvoirs, ceux qui ont le temps, mais c'est surtout l'espoir de pouvoir le pouvoir appartient à ceux qui le veulent le plus. Il n'appartient pas à ceux qui ne le veulent pas. C'est ça aussi. Oui, en un sens, mais c'est vrai que, par exemple, moi j'adore la politique, mais j'adore la politique aussi dans les livres, dans l'histoire. Il y a des moments où j'ai ma famille et j'ai envie de m'occuper de ma famille. Et donc, voilà, je m'occuperai bien volontiers de la politique, mais d'abord, il faut que je gagne ma vie. C'est ça, ce qui caractérise d'ailleurs les démocraties représentatives, hein, c'est les fondateurs, les pères fondateurs des démocraties représentatives. En France, c'est CLS. Aux États-Unis, c'est Madison. Ce sont des gens qui disent la démocratie représentative pour les grands pays, c'est un régime supérieur à la démocratie directe, athénienne. Pour des raisons qu'on peut... parce qu'elle respecte la liberté individuelle, c'est-à-dire la liberté de ceux qui ont une activité, qui s'intéressent à la politique, mais pas 24 heures sur 24. Par ailleurs, il y a des dossiers qui passionnent. Moi, c'est vrai que je peux être passionné par exemple, des questions environnementales ou politiques. Mais le diamètre des tuyaux dans les constructions de développement durable au sein du bâtiment, ça m'intéresse un peu moins. Pourtant, ça peut intéresser d'autres personnes, mais je ne veux pas être soumis à la dictature de ceux qui sont passionnés par ça. Voilà un peu le point. Oui, je ne sais pas si... Oui, vous m'avez fait peur quand vous avez dit que la démocratie, je vais dire avec mes mots, excusez-moi, elle est foutue. Alors, c'est très grave. Enfin, je ne me rends compte, vous êtes un démocrate, je m'en doute pas. Mais je veux dire par là, ça veut dire, ce qui pourrait être dangereux, c'est comme, je prendrai l'exemple de Bonaparte quand il est devenu empereur. Il n'était pas même, quand il a atteint le pouvoir, ça a été vraiment un dictateur d'un seul homme, l'homme fort et censure des journaux, etc.
qu'est-ce qu'à votre Non. avis, il n'y a rien de tel que la démocratie. Et deuxième, je voudrais dire aussi... Je réponds sur ce point si vous voulez. Non, je ne considère pas que la démocratie est foutue. Hein. Je dis qu'il semble, si on la regarde d'un point de vue logique, qu'elle n'a aucun sens. Et pourtant, le miracle, c'est qu'elle fonctionne. Et tout l'enjeu, c'est pour ça que j'évacue le malentendu, arrêtons de dire qu'elle ne fonctionne pas. Essayons de comprendre pourquoi elle fonctionne un peu. Voilà, changeons la charge de la preuve. Le miracle, c'est pas qu'elle ne marche pas, elle n'a aucune raison de marcher. Le miracle, c'est qu'elle fonctionne un peu. Si on comprend les mécanismes qui permettent de fonctionner, on pourra les étayer et les renforcer. Voilà la stratégie politique que j'essaie de mettre en place. S'il vous plaît. Oui. Je n'ai pas fini, Ah, une pardon. toute petite seconde. Je Je vais vous monopolise pas. Si je le peux. Voilà, je devrais normalement en démocratie, n'est-ce pas? Bon, je veux dire aussi Auto-contrôler. il me semble, laissez-moi s'il vous plaît, monsieur. Je voudrais finir mon phrase, je laisse la parole aux autres après. Il me semble que la démocratie participative, un peu comme Ségolène Royal, quand elle a été représentée aux dernières élections, disait c'est très bien, ça améliore la politique. Et il me semble qu'il y a une demande générale en France, un petit peu que les associations soient, comment dirais-je, soient associées un peu plus au pouvoir politique des vrais hommes politiques, députés, etc. C'est une question aussi que M. Lassalle pourrait... D'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure en disant que la démocratie participative était un élément permettant de perfectionner la démocratie représentative, mais ne se substituant pas à la démocratie représentative. Donc nous sommes d'accord. Oui, c'est clair, merci. Oui. Est-ce qu'il y a, excusez-moi, des questions écrites? Est-ce qu'on peut les collecter et... D'accord. des questions Apparemment non. écrites? Non. Bah, ça a l'air. Non, mais c'est pas grave. Allez-y. Moi, je pense qu'en fait, pour les 70 millions, on pourrait gagner... Un peu plus fort? 66 millions, on ne peut pas. Tous être d'accord. Non, on ne peut pas être d'accord. Mais là aussi, c'est un point intéressant parce qu'on est 66 millions. D'ailleurs, c'était l'argument des premiers grands-pères de la démocratie, enfin, les pères fondateurs de la démocratie. Ils disaient on peut faire à la limite une petite démocratie à Athènes, et encore, au 5e siècle, mais à 30 millions, à l'époque c'était 30 millions, c'est pas possible. Et les États-Unis, c'était beaucoup moins, hein, 7 millions. La Constitution américaine, elle est construite pour 7 millions de personnes. Et elle fonctionne avec plus de 200. Enfin, vous avez tout à fait raison. Alors simplement, il y a l'Internet qui change un peu la donne parce que ça permet effectivement de se dire, voilà, les contacts sont plus faciles. Et puis, il y a un autre truc aussi qui change la donne, c'est les sondages. Et ça, c'est un point qui est assez puissant pour ce qu'on appelle la crise de la représentation. Parce que, évidemment, quand vous aviez uniquement le vote, vous pouvez dire, le résultat du vote, c'est vraiment ce que veut le peuple. On n'avait pas d'instrument qui permettait de savoir ce que pensait le peuple, par ailleurs. Mais maintenant, on a des sondages. Et les sondages... C'est à double tranchant. Oui, non, mais justement, c'est les sondages, ça veut dire, alors, en temps réel, on sait ce que le peuple pense. Ou alors, il y a le journaliste. C'est peut-être téléguidé aussi. Voilà, le journaliste qui va dire ah oui, tel politique a décidé ça, voyons ce qu'en pensent les Français. Hop, micro-trottoir, il y a 3 Français, 2 plaies entendues, on les interroge, et puis après, conclusion du journaliste, le peuple pense que. Ce que je veux dire par là, c'est que sondage et micro-trottoir, etc., nous donnent une illusion de ce qu'est le peuple. En plus, avec cet argument supplémentaire que l'opinion, c'est pas quelque chose de donné. Vous me posez une question à laquelle j'ai jamais réfléchi. Je sors le truc qui me vient. Mais c'est pas une opinion, c'est une croyance. Une opinion, ça se construit. C'est précisément ce qui échappe au sondage. Parce que vous allez peser le pour et le contre. Quand on vote, en général, on se renseigne. On essaye de lire les programmes, les bouquins des politiques, on en essaye. Après, on compare, on fait du benchmarking, comme on dit aujourd'hui. On essaye un petit peu de s'informer, on se construit, et puis on discute avec les autres. On se dit, voilà, je vote pour un tel parce que, etc. Voilà. On s'affronte. Bon. Une opinion, ça se construit. Eh bien, le grand risque, c'est la concurrence des sondages, et là je crois qu'on est d'accord, ce que vous disiez, c'est la concurrence des sondages et cette espèce de reflet. La représentation n'est pas un reflet de la population.
c'est une élaboration. Si vous deviez refléter le peuple, il faudrait exactement la même proportion d'hommes et de femmes dans la représentation, voire dans le président, qui devrait être hommes et femmes, et homosexuels, et trans, etc. Bon. Il faudrait qu'il soit des Pyrénées et basque et provençal. Il faudrait qu'il soit sourd et muet, et en même temps parlant. Enfin, qu'on veut que la représentation nationale reflète un truc monstrueux, on ne peut pas, c'est pas le but. La représentation, vous le savez en plus, la théorie de la représentation, c'est que le député ne représente pas sa circonscription. Dès lors qu'il est élu, il représente la France. Alors c'est un peu abstrait, mais c'est ça la théorie de la représentation. Il représente l'intérêt général. Il ne représente pas le Var, il ne représente pas les Ardennes, il représente l'intérêt général. Oui. Vous avez commencé votre exposé tout à l'heure, au début, là, en présentant le gouvernement, en disant à quoi il sert, puisqu'il est inutile, il est impossible, il est nuisible. Donc ça, c'est la question que vous posez, c'est le discours aujourd'hui extrêmement néolibéral, qui consiste à dire que finalement, on va remplacer l'État par l'entreprise. Pas que néolibéral. Pardon? Pas que néolibéral. Vous ne parlez pas que des néolibéraux. Et ensuite, vous êtes passé au peuple méthode en parlant des élections, la délibération, la décision, rendre des comptes. Et puis, les élections, on sait bien que finalement, c'est une fois tous les 5 ans, nous sommes responsables une fois tous les 5 ans, 5 minutes, sauf qu'on va à la pêche ou si on joue au bowling. Et concernant les autres aspects, la délibération, je me demande comment il est possible qu'un politique aujourd'hui puisse prendre une délibération, alors qu'on sait bien qu'il y a des lobbies derrière indépendants, eux qui, leur seul objectif, c'est justement qu'il n'y ait pas de démocratie. Et puis quant à la décision, on sait bien aussi que les États, l'identité dont vous parliez tout à l'heure, la souveraineté n'existe plus, le fait de battre la monnaie n'existe pas non plus, le fait d'être la défense n'existe pas non plus. Donc finalement, quand vous dites que vous croyez encore en la démocratie, moi je me dis, mais elle est où la démocratie? Qu'est-ce qu'on va faire après, quoi? Est-ce que Nuit debout, par exemple, est-ce que ça vous semble les prémices d'une autre forme de gouvernement? Pardon, j'ai pas compris. Nuit debout. Ah, Nuit debout. C'est un peu la question que vous posez. Très sincèrement, non. C'est-à-dire que je pense que non. C'est un mouvement qui est sympathique. Moi, j'y étais j'habite à côté de la place de la République. J'y allais presque tous les soirs pendant très longtemps pour écouter, pour voir ce qu'il y a. Non, c'est pas, ça me paraît pas la démocratie à laquelle j'aspire. C'est que le mouvement soit intéressant, soit sympathique et il se passe des choses incontestablement, mais je ne peux pas vouloir ça pour le pays. Ça, c'est mon choix personnel. Juste un point sur vous adoptez, vous avez raison, le regard critique sur ces 4 éléments en disant effectivement, insistant sur ce qui ne marche pas. Et on peut tout à fait, c'est tout à fait légitime de dire qu'effectivement dans la démocratie française, aucun de ces 4 moments ne fonctionne. Moi je trouve que ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi ça marche un tout petit peu mieux. C'est 2 points de vue possibles. Sur la question des lobbies, il y a 2 conceptions des lobbies. Il y a la conception française et la conception américaine. Je le dis tout de suite, les 2 ont tort. La conception américaine consiste à dire que l'intérêt général, c'est la somme des intérêts particuliers dans un libre jeu de concurrence. Parce que les intérêts sont contraires et ils vont se neutraliser réciproquement. Donc il faut plein de lobbies, plus de lobbies possible, parce que le lobby des petits pois va contrecarrer le pouvoir du lobby des haricots et ça va, au bout du compte, s'harmoniser. Voilà, ça c'est le pari américain. Très dangereux, mais qui a du sens. Parce que les lobbies, on dit toujours le lobby, en fait il y a des lobbies. Aujourd'hui, sur les questions environnementales, il y a le lobby de la chimie, mais il y a le lobby des écologistes. C'est un lobby aussi, il ne faut pas oublier ça. Ce sont des lobbies avec les mêmes méthodes. Des méthodes d'influence, des méthodes de on exagère un peu, des méthodes on rassure beaucoup, c'est les mêmes méthodes. Donc les lobbies sont, là c'est la méthode américaine. Deuxième méthode, méthode française, l'intérêt général c'est la disparition, la dissolution des intérêts particuliers. Les lobbies ça n'existe pas. Ils n'existent pas. Donc on ne pense qu'à l'intérêt général. Le problème c'est que ils n'existent pas, mais ils existent. Et donc si on dit qu'ils n'existent pas alors qu'ils existent, eh bien, ils vont être dans le lobby, c'est-à-dire dans le couloir, dans les coulisses, et on ne va jamais les voir.
Donc vous voyez, il y a deux logiques différentes. Il y a un pari américain sur la somme des intérêts particuliers fait l'intérêt général. C'est un pari métaphysique, garanti.